dans l'histoire de la bourse de New York. Le mardi 29 mai, après une matinée alarmante au cours de laquelle la plupart des titres plongèrent bien en deçà de leur prix de clôture du lundi après-midi, le marché changea soudain de direction, repartant à la hausse avec une vigueur étonnante. En fin de journée, le Dow Jones affichait un gain de 27,03 points qui, sans être un record, était néanmoins substantiel. Le record, ou quasi-record, du mardi concernait le volume des transactions. Les 14 750 000 titres qui changèrent de main représentaient un phénomène jamais observé en un jour, sinon le 29 octobre 1929, lorsque les échanges s'élevèrent à un peu plus de 16 millions d'actions. Ultérieurement, au cours des années 1960, on verrait plus communément des journées à 10, 12 et même 14 millions d'actions. Le record de volume de 1929 allait être battu le 1er avril 1968, de nouveaux records étant enregistrés dans les mois suivants. Puis, le jeudi 31 mai, après un mercredi férié pour célébrer le Memorial Day, le cycle s'acheva. Avec un volume d'échange de 10 710 000 actions, le cinquième plus important dans l'histoire de la bourse, l'indice Dow Jones augmenta encore de 9,40 points, terminant un peu au-dessus du niveau enregistré avant que l'excitation ne gagne. La crise se joua en 3 jours, mais, faut-il le dire, l'analyse rétrospective demanda plus de temps. De la Vega observait, à propos des courtiers d'Amsterdam, qu'ils se montraient très brillants quand il s'agissait d'inventer des raisons à la hausse ou à la chute soudaine des cours, et les experts de Wall Street eurent certainement besoin de mobiliser toute leur intelligence pour expliquer pourquoi, au beau milieu d'une excellente année économique, le marché avait brutalement dévissé, enregistrant la deuxième baisse la plus importante de toute l'histoire boursière. Au-delà des explications immédiates, au premier rang desquelles figurait l'intervention énergique du président Kennedy en avril afin d'empêcher l'augmentation programmée des prix de l'acier, il était inévitable que les commentateurs comparent fréquemment mai 1962 avec octobre 1929. Les chiffres rendant compte du mouvement des prix et de la rotation des actions auraient suffi à induire le parallèle, même si les pires journées de panique de ces 2 mois, les 28 et 29, n'avaient pas mystérieusement et aux yeux de certains funestement coïncidé. Mais on concédait, en général, que les différences étaient plus marquées que les similitudes. Entre 1929 et 1962, il était devenu difficile, sinon impossible, de perdre tout son argent en bourse en raison de la régulation des pratiques boursières et de la limitation des possibilités de crédit offertes aux clients pour l'achat d'actions. En bref, l'expression utilisée par de la Vega pour qualifier la bourse d'Amsterdam dans les années 1680, il parlait d'enfer du jeu qu'il aimait manifestement, était devenue de moins en moins applicable à la bourse new-yorkaise au cours des 33 années séparant les deux cracks. Le krach de 1962 ne survint pas sans des signes avant-coureurs, bien que peu d'observateurs aient su les lire correctement. Peu après le début de l'année, les cours avaient amorcé une baisse régulière à un rythme qui s'était accéléré au point que la semaine précédente, celle du 21 au 25 mai, avait été la pire qu'ait connue la bourse de New York depuis juin 1950. Le lundi 28 au matin, courtiers et négociants avaient donc quelques raisons d'être perplexes. Le fond avait-il été atteint ou était-il à venir? Rétrospectivement, il apparaît que les opinions étaient divisées. Le fil d'actualité de Dow Jones, un service de brève financière envoyé aux abonnés par téléscripteur, témoignait d'une certaine appréhension entre le moment où commencèrent les transmissions, à 9 h, et l'ouverture de la bourse, à 10 h. Pendant cette heure, la broad tape, ou large bande, comme on appelle souvent le fil Dow Jones, imprimé sur une bande de papier de 15,8 cm de largeur, défilant verticalement pour le distinguer du fil de la bourse indiquant les cours, lequel est imprimé horizontalement sur une bande n'excédant pas 2 cm de haut, relata que de nombreux courtiers en valeurs mobilières s'étaient affairés durant le week-end à envoyer des demandes de garantie supplémentaires à leurs clients emprunteurs dont les actifs boursiers se dépréciaient. Elle remarquait que Wall Street n'avait pas connu depuis des années le genre de liquidation précipitée observée la semaine précédente et poursuivait en donnant quelques informations économiques encourageantes comme l'obtention par Westinghouse d'un nouveau contrat de la marine américaine.
À la bourse, toutefois, comme de la Vega le souligne, les informations sont souvent, en elles-mêmes, de peu de valeur. À court terme, c'est l'humeur des investisseurs qui compte. Cette humeur se fit ressentir quelques minutes après l'ouverture de la bourse new-yorkaise. À 10h11, la Broad Tape rapportait que le marché, à l'ouverture, était mitigé et seulement modérément actif. C'était une information rassurante, dans la mesure où mitigé signifiait que certaines actions étaient à la hausse et d'autres à la baisse, et où un marché baissier est universellement perçu comme une menace moindre quand l'activité y est modérée plutôt que forte. Le réconfort fut de courte durée, car à 10h30, le fil de la bourse, qui rend compte du prix et du volume échangé pour chaque transaction réalisée sur le parquet, non seulement indiquait avec régularité des cours plus bas, mais enregistrait aussi un retard de 6 minutes alors qu'il défilait à la vitesse maximale de 500 caractères par minute. Ce retard indiquait que la machine était tout simplement incapable de suivre ce qui se passait tant le rythme des échanges était rapide. Normalement, quand une transaction est effectuée sur le parquet du 11 Wall Street, un employé de la bourse en rédige les détails sur un bout de papier qu'il envoie ensuite par tube pneumatique jusqu'à une salle située au 5e étage du bâtiment où l'une des filles travaillant là dactylographie le message pour transmission. Un délai de 2 à 3 minutes entre la transaction et son apparition sur le fil est donc inévitable et n'est pas considéré comme un retard. Ce mot, dans le langage de la bourse, n'est utilisé que pour qualifier un délai supplémentaire entre le moment où le bout de papier rapportant une vente parvient au 5e étage et celui où il est possible d'en taper le contenu sur le clavier du téléscripteur. Les termes employés à la bourse ne sont pas choisis avec soin, se plaignait de la Vega. Des délais de quelques minutes s'observent assez fréquemment les jours de grande activité, mais depuis 1930, année où le type de téléscripteur en usage en 1962 fut installé, on n'en a que très exceptionnellement connu de plus importants. Le 24 octobre 1929, quand la bande de papier se déversait avec 246 minutes de retard, elle était imprimée à la vitesse de 285 caractères par minute. Jusqu'au mois de mai 1962, le décalage le plus important qu'ait subi la nouvelle machine était de 34 minutes. Indéniablement, les cours baissaient et l'activité croissait. Cependant, la situation n'était pas encore désespérée. Tout ce qui avait été établi à 11 heures, c'était que le déclin de la semaine précédente se poursuivait à un taux modérément accéléré. Mais, tandis que le rythme des échanges augmentait, il en allait de même pour le retard du fil boursier. À 10h55, celui-ci était de 13 minutes, à 11h14 de 20 minutes, à 11h35 de 28 minutes, à 11h58 de 38 minutes et à 12h14 de 43 minutes. Par souci d'injecter au moins un soupçon d'information actualisée, dès que la bande sortait avec plus de 5 minutes de décalage sur les transactions, sa progression était périodiquement interrompue afin d'y insérer des flashs concernant les prix courants de quelques actions majeures. Bien sûr, le temps requis pour cette opération aggravait le retard. À midi, l'indice Dow Jones affichait une perte de 9,86 points depuis l'ouverture. Des signes d'hystérie publique commencèrent à se manifester à l'heure du déjeuner. Une première indication fut donnée par le fait qu'entre midi et 2, habituellement un intermède de calme sur le marché boursier, non seulement les cours poursuivirent leur descente, mais le volume des échanges continua également d'augmenter, avec un effet corollaire sur la bande. Peu avant 2 heures, son retard se montait à 52 minutes. Que les gens vendent des actions à l'heure du déjeuner est toujours considéré comme une alerte sérieuse. On pouvait voir un autre présage, peut-être tout aussi convaincant, de troubles à venir à Times Square, au 1451 Broadway, dans le bureau de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, gargantua incontesté du courtage en bourse. Ce bureau était confronté à un problème singulier. En raison de sa localisation extrêmement centrale, il recevait tous les jours, à l'heure du déjeuner, un nombre inhabituel de ceux que l'on surnomme dans les cercles boursiers des walk-ins, des gens qui ne sont clients des agents de change qu'à travers un minuscule portefeuille, s'ils le sont, mais qui trouvent divertissant l'ambiance des bureaux de courtage et le changement incessant des cours sur le tableau des cotations, tout particulièrement en période de crise boursière. Ceux qui jouent à la seule fin de se divertir et non par avidité